Espace TV, le 22h. Vous êtes sur Espace TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 22h. C'est une grande avancée dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. La CPI donne un délai de 3 mois à la Guinée pour la tenue du procès. Les autorités du pays acceptent et les victimes se sentent soulagées. C'est officiel, Lionel Messi remporte son 7e ballon d'or. L'Argentin a fait aussi fort que Robert Lewandowski, Jorginho et Karim Benzema pour réussir l'authentique exploit de mettre la main sur sa 7e boule de cristal. Vous aurez des détails dans cette édition. Dans l'angle de ce lundi, on parle santé. Fatoumata Binta Diallo et Marie-Madeleine traînent toutes deux cette maladie. Mamoudou Boulere Diallo s'est intéressé à elle. Vous les entendrez dans ce 22h. Bienvenue à tous. Son nom s'écrit en majuscule et s'inscrit sur le Panthéon d'or. Lionel Messi a désormais 7 ballons d'or, du jamais vu dans l'histoire du football. Son palmarès en dit long sur son parcours jalonné de titres avec pour particularité l'année 2021 qui va rester dans les annales avec le titre de la Copa América remporté pour son équipe nationale. Le seul titre de noblesse qui lui restait, la Pulga argentin a terminé meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations, meilleur passeur et a reçu le trophée du meilleur joueur de la compétition sans pour autant parler de sa saison 2020-2021 en club avec 38 buts et a porté un Barça en ruine pratiquement à lui tout seul. L'espoir renaît chez les victimes des atrocités du 28 septembre 2009 suite au passage d'une mission de la Cour pénale internationale chez la nouvelle garde des Sceaux. Les autorités guinéennes ont accepté le délai de 3 mois pour ouvrir le procès. Mamadou Sadio Baldé et Elseni Camara ont rencontré un avocat et la présidente de l'AVIPA. La Cour pénale internationale redonne un sens de vie aux victimes des violences inouïes qui se sont produites en 2009. La défense est également toute heureuse. C'est la dernière balle que la CPI peut donner à la Guinée pour pouvoir juger ce dossier. Et si cela n'est pas fait par la Guinée, immédiatement c'est la CPI qui va récupérer. Nous avons grand espoir. L'espoir renaît au niveau des acteurs, l'espoir renaît au niveau des victimes. Donc nous avons grand espoir que le procès va se tenir en 2022. Tous les deux s'accordent sur un point. Si la CPI prend le dossier en main, ce n'est pas moins de 10 ans d'attente. Que deviendront les victimes entre-temps? Pour le bien du pays et la grandeur de la justice guinéenne, le procès doit se tenir à Conakry. Et nous tenons aussi à préciser que si le procès se tient en Guinée, c'est dans l'intérêt de la justice guinéenne. C'est dans l'intérêt du peuple de Guinée. Ça permettra de lutter contre l'impunité et ça nous permet de connaître ce qui s'est passé réellement dans l'affaire du 28 septembre. Les juges ont fait ce qu'ils ont pu avec de maigres moyens. Mais pendant les 10 dernières années, la volonté politique a manqué. En se rendant au stade du 28 septembre pour se recueillir, Mamadi Doumbouya a montré la voie. Tout cela, c'est un engagement fort qu'il a montré aux Guinéens, qu'il faut vraiment aller de l'avant. Il faut qu'on arrête ces violences et qu'il y ait une justice de réparation, en plus une justice transitionnelle. Des victimes qui se comptent par milliers attendent d'être rétablies dans leurs droits. Nous avons environ 430 victimes qui ont été auditionnées, mais je rappelle, selon le rapport international d'enquête des Nations Unies, il y a plus de 1000 victimes, toutes victimes confondues, les viols, les meurtres, les disparus, les blessés, ceux qui ont perdu des biens. Il a été enlevé et assassiné en décembre 2017. Il s'agit d'Elhadj Abdourahmane Diallo, connu sous le nom d'Elhadj Doura. Le procès ouvert depuis un bon moment s'est poursuivi ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. Une vingtaine de personnes sont citées dans la mort de l'opérateur économique. Plusieurs accusés ont comparu ce lundi. La défense s'oppose et l'affaire est renvoyée au 13 décembre 2021. Justelino, Djibril Kabakamara. Dans l'affaire Elhadj Doura, 3 accusés ont été entendus ce lundi parmi une vingtaine. Dikolo malien, Mariam Kamara et Bafodé Kamara. Ils seraient parmi ceux qui auraient utilisé un téléphone démantelé par l'ARPT
ayant servi à la demande d'une rançon estimée à $100 000 pour la libération d'Elhadj Abdourahmane Diallo après son enlèvement. La partie civile s'est dit négativement touchée. D'abord parlant du premier accusé qui a marqué négativement ma mémoire. Cet accusé était malien d'origine. Il s'appelle Mamadou Diko. C'est sa vraie identité. Mais qui par la fausseté a fini par prendre non seulement la nationalité guinéenne, mais aussi s'est confectionné des documents guinéens et se faisait appeler Mamadou Diallo. La femme qu'il a actuellement, c'est Elhadj Abdourahmane, le défunt Elhadj Abdourahmane Diallo, qui lui a donné cette femme en mariage, avec laquelle il a fait 4 enfants. Maître Faya Gabriel Kamano rappelle que l'opérateur économique fait Elhadj Abdourahmane Diallo, connu sous le nom d'Elhadj Doura, âgé de plus de 80 ans à l'époque, a été enlevé en décembre 2017 alors qu'il était en partance pour la mosquée. Il a été détenu dans une cour à Sonfonia puis dans une ferme à Kagbele avant d'être assassiné dans une case à Maferenya. Nous attendons à ce que justice soit rendue, à ce que les gens soient condamnés pour les faits commis. La défense insiste qu'aucune preuve ne justifie l'accusation portée contre ses clients. Nous sommes toujours sur notre faim, parce que rien ne montre que ce téléphone a servi à quelque chose. L'affaire Elhadj Doura est renvoyée au 13 décembre 2021. La décision du ministère de l'Enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation d'interdire les téléphones dans les établissements scolaires est diversement appréciée par les syndicalistes de l'éducation. Si certains saluent la mesure, d'autres par contre estiment que c'est une décision inopportune et vide de sens. Nos reporters André Mossier Milimono et Mohamed Kapelosila ont rencontré quelques syndicalistes. Suivez leur reportage. C'est une décision qui suscite assez de débats dans le milieu éducatif guinéen. Vouloir interdire les téléphones et tout appareil connectable dans les établissements d'enseignement scolaire est inopportun selon le secrétaire général du SNE. Il estime que le monde tend vers une révolution numérique. Même la recommandation de 2014 de l'UNESCO exige l'insertion, l'intégration des nouvelles technologies et de l'information dans les programmes d'enseignement. Que les élèves possèdent des téléphones mobiles, des tablettes et que les enseignants les possèdent. C'est l'UNESCO qui le dit. Donc le monde évolue, on n'est pas au Moyen-Âge. Contrairement au SNE, la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation, elle, approuve la décision. Son secrétaire général pense que c'est une décision courageuse qu'il faut soutenir et accompagner. Les élèves sont devenus aujourd'hui des élèves de Facebook, etc., etc. Et nous prenons, des fois on voit des élèves au fond des classes qui regardent les films. Un élève qui a besoin de faire une recherche, qui a une thématique à développer, peut le faire à la maison. Le téléphone avant n'existait pas, mais on apprenait. Selon Michel Pépé Balamou, le ministre devrait observer un moment avant de prendre certaines décisions. Salif Kamara, lui, demande au département de tutelle de s'intéresser à d'autres comportements indécents dans les écoles. Et je pense que quand on vient à la tête d'un département, il faut d'abord observer pendant 6 mois ce qui se passe. Vous pouvez commencer maintenant à prendre certaines décisions. Si nous prenons aujourd'hui nos enfants, leur façon de s'habiller, leur façon, les coiffures, etc., etc., ce sont, n'est-ce pas, des attitudes qu'il faut interdire dans les écoles. Déjà, la décision souffre d'application dans certaines écoles. Des élèves auraient été surpris avec des téléphones dans les salles de classe pendant les cours, nous a confié le secrétaire général du SNE. Après donc le tollé suscité par la décision portant sur l'interdiction des téléphones, le ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a levé l'équivoque. Dans un post sur sa page Facebook, Guillaume Awing Junior précise qu'il ne s'agit nullement d'une interdiction des téléphones en milieu scolaire, mais plutôt pendant les heures de cours et les évaluations. Par ailleurs, il a été demandé aux administrateurs scolaires de fournir un répertoire téléphonique en vue de permettre aux parents de rentrer en contact avec les élèves en cas de besoin urgent et justifié durant les heures de cours.
L'actualisation de l'étude d'évaluation de diagnostic du secteur financier guinéen a été au centre d'un débat ce lundi à Conakry. Il s'est avéré qu'au cours de la dernière décennie, il existe un faible taux d'épargne collectée, l'absence des banques spécialisées et un faible taux de bancarisation comparativement à la sous-région. Le cadre d'échange est à l'initiative de la Banque centrale. Djibilba Abdoulaye Kamara. La modernisation du secteur financier est au cœur des préoccupations des acteurs évoluant dans les microfinances, les assurances et les banques. Face à la réalité des avancées technologiques, il est temps de faire une étude d'évaluation et de diagnostic. Ce cadre d'échange intervient alors 8 ans après. Ces économistes trouvent l'impérieuse nécessité de prendre en compte des développements économiques, monétaires et financiers intervenus en Guinée. Le diagnostic du secteur financier s'inscrit dans un vaste programme pris en charge par le projet d'appui à la modernisation du système financier qui bénéficie de l'appui technique et financier de la BAD. Je voudrais à ce stade rassurer monsieur le représentant résident de la BAD que les autres composants de ce projet sont en cours d'exécution. Il part du constat de la BCRG, l'existence d'un faible taux de bancarisation qui est à 16% alors que la sous-région est à 19%. Pas seulement la faiblesse du financement apporté à l'économie et l'absence des banques spécialisées. Les cadres et dirigeants guinéens du système financier ont fait des observations pertinentes pour permettre au cabinet d'intégrer afin d'adopter un document final à la convenance de toutes les parties. Parlant de ces insuffisances, les participants à ce débat relèvent que les crédits bancaires au secteur privé représentent seulement 9% du PIB contre une moyenne de 27,7% en Afrique subsaharienne. Nous ne sommes pas dans une zone de parité fixe en Guinée. Notre taux de change est flottant. Et donc, tout rapport de diagnostic du système financier guinéen doit quand même intégrer le taux de change. Le secteur financier constitue un puissant levier pour le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. À l'heure de la mondialisation, le défi est immense pour ces banquiers. Les travailleurs du port minier de Simbaya et d'Ebelin ont manifesté leur mécontentement ce lundi matin. L'élection de leur syndicat a été reportée par la direction du port minier de façon unilatérale. La CNTG et l'inspection générale du travail ont été saisies. Le vote est reprogrammé demain mardi. Mamadou Kalisso, Aliouba. Ces travailleurs dénoncent des licenciements abusifs et une surexploitation. Au lieu de 8 heures, comme prévu par le Code du travail, ils travaillent 12 heures par jour et les heures supplémentaires ne sont pas payées, explique-t-il. À cela s'ajoutent des conditions de vie et de travail précaires. 1 minute de recueillement sous cette installation vétuste où un des leurs, Mamadi Yakité, a chuté mortellement il y a 3 mois. L'un de nos camarades effectivement est tombé, il est mort. Et les conditions de travail est quand même... Il faut noter que les universités non satisfaites des résultats du conseil scientifique ont jusqu'au 3 décembre pour revendiquer. Du port minier, de Simbaya et de Debelin devraient avoir lieu. Elles ont été reportées de façon unilatérale par la direction générale du port minier qui aurait choisi ses propres candidats. On dit que le mouvement syndical est une institution indépendante là où la voix des travailleurs passe. Donc à la CBK, tel n'est pas le cas. À chaque fois, on nous sanctionne, on nous intimide, puisqu'au moment qu'on faisait la campagne syndicale, il y a eu nos camarades, nos collègues qui ont écopé des sanctions arbitraires. Si vous voyez que nous sommes venus massivement à la CNTG, c'est pour dire notre ras-le-bol qu'on en a marre. Ils n'ont qu'à laisser les travailleurs de la CBK choisir et élire leur syndicat. À la Bourse du Travail, ils ont été reçus par le secrétaire général de la CNTG et son équipe. Il rassure les travailleurs. Dès lors qu'un protocole préélectoral a été établi, signé par toutes les parties prenantes, il n'y a aucune raison qu'on puisse récuser un candidat. Et j'ai informé l'inspection du travail pour dire à la direction de ne pas du tout déranger la liste qui a été présentée par la CNTG. Amadou Diallo déplore l'immixtion des sociétés dans le choix des syndicats. L'élection est prévue ce mardi à Simbaya.
L'Union de la Basse-Guinée a reçu ce dimanche une forte délégation du Comité national pour le rassemblement et développement CNRD. Lors de son passage chez le président de l'Union de la Basse-Guinée, le chef de la délégation s'est félicité de la mobilisation qui lui a été réservée et promet d'être à l'écoute de toutes les composantes du pays. Ali Badra Kamara et Alcine Kamara. Depuis des décennies, cette union composée de plusieurs communautés guinéennes mène des activités de sensibilisation en faveur d'une réconciliation au pays. L'union de la Basse-Guinée de Cheikh Ahmed Kamara vise à bannir le repli identitaire, rassembler les Guinéens et unifier les efforts de toutes les régions du pays. Une feuille de route qui explique la présence de la Commission nationale de la réconciliation du CNRD. Et je suis satisfait à 1000 titres. À savoir que le grand frère a une grande considération à mon niveau, à l'égard du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et à tout le peuple de Guinée. Nous comptons sur la Guinée, nous comptons sur lui et nous comptons sur nos mamans qui sont présents aujourd'hui ici. Et nous comptons sur tous les cadres honnêtes de ce pays pour nous aider à servir cette nation. Dans son discours, le réconciliateur national Cheikh Ahmed Kamara a promulgué des sages conseils pour une transition apaisée en Guinée. On est parvenu à beaucoup d'avantages. D'abord, ils sont parvenus à réunir 4 îles de la Basse-Guinée en faire un. Alias la Guinée maritime, Idibad, IBC et Sanké. La cérémonie a connu une forte mobilisation de toutes les couches sociales. Cette union-là, c'est toute la Guinée. C'est pourquoi j'ai le drapeau. Vous m'aviez vu tout de suite, j'étais en drapeau guinéen. Nous sommes là, les Malinqués, Soussou, Forest, nous sommes tous là aujourd'hui. Depuis la prise de pouvoir par l'armée guinéenne, Mohamed Lyon Bangoura et son équipe poursuivent leur tournée dans les différentes régions du pays. Le chef de délégation promet de faire passer tous les messages au chef de l'État. Cérémonie de lecture du Saint-Coran à l'initiative de la communauté Yaka en faveur de la paix et la cohésion sociale. Plusieurs chefs religieux ont pris part à cette rencontre religieuse ce dimanche. L'objectif, unir les Guinéens et bannir les conflits socio-politiques et ethniques dans le pays. Marissa Kamara commente les images d'Ali Badara Kamara et Tiaron Sadouba. À Dixine, c'est devenu une rituel. Chaque année, la communauté Garanké des fils et ressortissants de Touba se donne rendez-vous pour invoquer la grâce divine, renforcer la paix et la quiétude sociale en Guinée. La communauté Diaka, ce n'est pas une ethnie, c'est une nation. Donc nous, ce qu'on a pris avec nos parents comme héritage, c'est la lecture du Coran et l'agriculture surtout. On s'est réunis pour faire des prières pour le pays, pour la nation et toute la Guinée. Plus qu'hier, les Guinéens ont besoin de renforcer leurs liens, consolider le tissu social, surtout en cette période de transition. Toute la Guinée, ainsi que ceux qui sont à l'extérieur, se réunissent pour lire le Coran, implorer le Créateur, le bon Dieu, afin qu'il bénisse ce pays qui a tant souffert, ce pays qui mérite mieux que ce que nous connaissons aujourd'hui. Les sages, les femmes et les jeunes expriment leur solidarité aux nouvelles autorités pour une transition réussie, apaisée et inclusive. Que le prophète fut un modèle pour nous les religieux. Il sera facile de véhiculer vos sages messages à l'endroit de toutes les classes politiques, aux membres de CNRD, à la population guinéenne, pour réellement sur le plan religieux leur montrer la place de l'unité, de la paix et la quiétude sociale dans notre chère religion. Les mêmes initiatives sont attendues prochainement en Guinée. Un pas de plus est franchi dans le cadre de l'organisation de la CAN Guinée 2025. L'ouverture des plis des dossiers d'appel d'offres a démarré ce lundi au siège du comité de pilotage de la commission d'organisation de la CAN. Une vingtaine d'entreprises ont soumissionné et la commission d'évaluation va étudier tous les dossiers pour retenir à l'arrivée les meilleures offres. Justin Leno, Mamad Oiba et Aboubakar Din Kamara pour plus de détails.
20 sociétés ont soumissionné à l'appel d'offres du COCAN pour la réalisation des infrastructures. Pour étudier les dossiers, une cellule d'évaluation composée de 9 cadres a été mise en place. Elle sera appuyée par la cellule d'observation. Le ministre de l'économie a donné ce qui doit, selon lui, guider les cadres du COCAN, particulièrement ceux de la cellule d'évaluation. Il faudrait qu'on soit vigilant par rapport aux capacités des entreprises qui ont soumissionné. Il faudrait que nous-mêmes, en tant qu'évaluateurs, que nous n'ayons pas de prise d'intérêt. Le seul intérêt que nous devons avoir derrière chaque dossier doit être l'intérêt de la nation. Si on n'est pas convaincu que cet intérêt soit safe, refusons. La CAN est une opportunité de développement et les nouvelles autorités comptent en faire un outil, précise le ministre en charge des sports. C'est qu'on va construire des vraies infrastructures sportives qui vont être évidemment quelque chose de transversal, sportif, mais aussi des hôpitaux. On va aussi construire évidemment des routes. On va avoir évidemment une dimension aujourd'hui qui va être une approche structurelle qui va permettre aussi à des gens de découvrir la Guinée. Le délai est désormais court. Il faut donc aller vite, mais aussi faire les choses correctement. On va essayer d'avoir le meilleur projet pour le pays, le projet le plus crédible aussi, qui va permettre vraiment la réalisation de ce projet. 2025, c'est demain. On parle de 2025, mais la réalité, c'est 2024, les échéances qu'on va avoir. On le voit aujourd'hui au Cameroun. Il va y avoir la CAN, mais il y a encore des doutes par rapport à la CAF, etc. Donc, ça veut dire que vraiment le défi, il est colossal. Avec 2 stades homologués, la Guinée compte réaliser 6 stades de compétition et plusieurs autres destinés aux entraînements. Des infrastructures routières et des réceptifs hôteliers sont aussi prévus. Le journal se poursuit. À présent, l'angle de ce lundi. Notre angle de ce soir s'intéresse à une pathologie récurrente en Guinée. Il s'agit du cancer du sang, cette maladie qui affecte des femmes et ruine leur économie, parfois même emporte son sujet. Fatoumata Binta Diallo traîne son cancer depuis 2 ans entre les hôpitaux et la Marie-Madeleine tend vers sa première année de souffrance. Le traitement est coûteux, surtout si le patient est à un stade avancé, selon le cancérologue professeur Bangali Traoré, en service à l'hôpital national d'Anka, qui s'est également exprimé sur le sujet. Mamoudou Boulere Diallo et Issoumane Sissé nous signent ce grand format de reportage que nous appelons chez nous l'angle. Marie-Madeleine Lama, nourrice de plus de 2 mois, est atteinte du cancer du sein depuis qu'elle était enceinte. Première conséquence, son bébé ne tète pas. Depuis qu'il est venu pour la première fois, j'ai accouché, il n'a jamais tété. Parce que je n'ai pas de maman. Il n'y a que de la plaie sur mes seins. Tout est devenu de la plaie. Dans sa solitude, Lama ne connaît donc pas la chaleur de son bébé. Je rends grâce à Dieu. Et je dis Dieu merci. Parce que c'est la vie de l'homme. Tout ce que Dieu préserve pour toi, il faudra le traverser. Malgré tu veux, tu ne le veux pas. Mais vraiment, 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 je sais de quoi je souffre. Je sais comment je vis. Si j'en parle avec quelqu'un, j'aurais envie de pleurer, quoi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'aider. Et je vais le traverser jusqu'à quand? J'ai fait au moins 5 mois. Je ne me couche pas sur le lit. J'ai ma chaise dans la chambre. C'est ce que je tire. Je mets mon coussin à l'intérieur. Je m'assois et je m'adosse. C'est comme ça que je dors. Je ne me couche pas. Ça fait 5 mois de cela. Je n'arrive pas à me coucher sur le lit. Dire que ouais, un homme s'est couché pour dormir. Non. Je n'essaie même pas. Vous dormez combien d'heures par jour? Non. Moi, quand même, la journée, je ne dors pas. Je ne ferme pas mes yeux. Et quand la nuit veut tomber, je m'inquiète. Je prie Dieu, ouais, le jour n'a qu'à venir. À chaque instant, je ne fais que regarder l'heure. Tellement que j'ai mal. Cette autre femme traîne le cancer du sein depuis 2 ans maintenant. Son sein droit est même coupé. Abdraman Baldé parle du coût économique qu'il subit depuis que son épouse est tombée malade. Quand se calcule ce que j'ai dépensé, ça a dépassé le 39 millions. Parce qu'on va chaque fois. Il y a des ordonnances qui les couvrent.
Mais c'est tout ce que je peux dire quand même. Merci à mes amis, ma famille et mes collaborateurs. Chacun vient au secours. Là, il faut accepter, il faut remercier Dieu. Remercier les deux hommes aussi qui m'ont mis au monde. Aujourd'hui, je souhaite qu'elle sera guérie. C'est la mère de mes enfants. Parce que je l'aime. La pauvreté, c'est le point commun de nos interlocuteurs. Lama en parle. Dieu merci, moi, je n'avais pas les moyens. Je n'ai même pas les moyens pour me traiter. Si ce n'est pas les bonnes personnes d'abord qui m'ont aidé même à commencer, à débuter mon traitement. Oui, sinon moi, je n'ai pas les moyens. Parce que même de quoi manger d'abord, toutes mes activités sont bouleversées. Il y a combien de cela? Donc, je ne trouve même pas de quoi manger d'abord la journée. Avec mes frères, à plus forte raison que les moyens pour me traiter. C'est la raison pour laquelle ça s'est aggravé comme ça. Manque de moyens. Ce médecin cancérologue explique les facteurs qui occasionnent le cancer. Le cancer du sein, c'est quand l'organisme n'arrive pas à contrôler les multiplications cellulaires qui se passent au niveau du sein, ce qui aboutit à la formation des tumeurs malignes avec possibilité de dissémination de ces cellules au niveau de l'organisme. Et c'est souvent cette dissémination qui est responsable de décès et de la souffrance des malades. Alors ce n'est pas propre seulement aux femmes, seulement il faut noter que 1 à 2% des cancers du sein surviennent chez l'homme et la femme donc c'est la principale victime. Les facteurs favorisants sont nombreux, mais on les classe en facteurs contrôlables et les facteurs non contrôlables. Alors, les facteurs contrôlables, c'est la consommation des fruits, l'absence de consommation des fruits et légumes de façon régulière, l'absence de sport, d'activité physique régulière et la consommation de tabac. Il y a les facteurs qui sont pas contrôlables, c'est une maladie qui est liée à l'âge. C'est également une maladie qui est associée à des anomalies génétiques. Heureusement que c'est dans 5 à 10% des cas. Et puis, il y a des facteurs qui ne sont pas encore identifiés. Ça veut dire qu'on peut voir des femmes qui ont des cancers du sein sans aucun facteur de risque identifié. Le taux de prévalence du cancer en Guinée est inquiétant, explique le professeur Bangali. Les chiffres que je vais annoncer sont sous-estimés. Il faut noter qu'au niveau national, d'après les données probables du registre du cancer de Guinée, on estime à près de 705 nouveaux cas chaque année. Mais dans mon service que je dirige, le cancer du sein représente une consultation sur chaque 4 malades qui viennent en consultation. Ça veut dire que ça représente 25% de l'ensemble des malades qui consultent à l'unité de chirurgie oncologie de l'hôpital national d'Onka. C'est très prévalent. Alors, le cancer du sein, donc, au niveau national, représente le 3e cancer, après le cancer du col de l'utérus et celui du foie. Le gouvernement, à travers son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, déclare que l'efficacité du système de santé sera l'expression d'une réconciliation entre les gouvernants et les gouvernés. Il n'y a pas de meilleur endroit pour pouvoir travailler à recrédibiliser le rôle de l'administration, à recréer la confiance entre le peuple et l'administration que le système de santé. Parce que cette structure, ce système est généralement le premier contact entre les Guinéens et l'administration publique. Si nous travaillons correctement au niveau de la santé et nous restons à l'écoute de nos compatriotes, nous leur donnons des services de qualité dans le respect de leur dignité, dans l'écoute et dans l'accompagnement, je pense que nous allons changer l'image que les Guinéens et les Guinéennes se font du système de santé. Fatoumata Binta Diallo, rencontrée à Matoto, et Marie-Madeleine Lama à Yataya Fossédé, demandent un soutien financier pour survivre. Le directeur national des établissements hospitaliers se propose d'assister ces deux dames. Ils attendent un rendez-vous avec Dr Aboubakar Konté pour la concrétisation de cette annonce.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous préférer chez vous. Juste après moi, vous suivrez les éléments de public reportage. Des ressortissants nigérians a été réunis ce week-end à Conakry pour célébrer la 9e année du roi de la communauté Ibo sur le trône. Aussi, les spécialistes de la santé réunis autour du programme national de lutte contre le VIH et les hépatites ont échangé ce lundi avec les hommes de médias. Des discussions ont porté sur les connaissances liées aux deux maladies et aussi la nécessité d'impliquer les journalistes dans la lutte contre les épidémies. Alcieni Bari a réalisé ce journal grâce à l'assistance technique de Lamine Sidibé. Excellente soirée à tous. Ce camp du codage qui a démarré ce lundi concerne les filles et jeunes femmes des 5 communes de Conakry, dont l'âge varie entre 12 à 25 ans. 250 jeunes filles seront réunies en présentiel. Une plateforme hybride a été dédiée pour permettre aux filles du reste de l'Afrique de participer virtuellement à cette expérience. Cet événement de haute importance s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté politique du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et de son gouvernement de transition, d'accélérer l'appropriation des ressources numériques par le plus grand nombre de filles et femmes dans notre chère patrie, la République de Guinée. Le camp de codage des filles africaines connectées cherche à poursuivre l'élan vers la promotion d'une approche interdisciplinaire de l'apprentissage et du développement des compétences qui transcendent tous les domaines cognitifs et se concentre sur la résolution de problèmes authentiques et réels au moyen de l'utilisation complexe d'outils technologiques. Assurer l'autonomisation des femmes et des filles dans leurs différents domaines d'activité exige de la part des pouvoirs publics à adopter des politiques publiques destinées à rendre plus effective l'égalité des genres aux postes de responsabilité dans les secteurs publics et privés. Le Premier ministre chef du gouvernement se dit convaincu que cette initiative permettra à ces filles et jeunes femmes de consolider davantage leurs connaissances dans le domaine des nouvelles technologies. Les objectifs visés par le présent séminaire sont le renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles et la promotion de l'entrepreneuriat féminin à l'ère numérique. Le programme comprend des séances du codage à l'aide du programme Scratch, des discussions sur l'égalité des sexes, les droits de l'homme, les ODD et les techniques de renforcement de la confiance et de prise de parole en public. Un projet soutenu par le système des Nations Unies. Celle qui nous permettra d'enjamber certains pas du développement, d'aller plus vite, d'accélérer le pas pour pouvoir, in fine, atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Il faut noter que l'accompagnement financier ainsi que sa gestion relative à la mise en œuvre de ce projet est assuré par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Des chants et pas de danse à l'honneur du roi de la communauté Ibo. Ces ressortissants nigérians fêtent le 9e anniversaire de celui qui les représente sur le territoire guinéen. Nous sommes venus ensemble pour donner cette occasion que celui qui est notre roi, celui qui est notre intermédiaire, partout là on va aller, il faut qu'on l'appelle. S'il dit va là-bas, on va partir. S'il dit il ne faut pas aller, on va rester. Loin de leur pays, ces Nigériens perpétuent une tradition chère à la communauté Ibo. Cette cérémonie se tient chaque année. Je suis plein de joie. Tu peux voir les gens, comment on est nombreux ici. Si on n'a pas satisfait, on ne peut pas venir. Mais avec la joie, nous sommes tous là parce qu'il est là pour nous. Nous sommes contents de lui. Cette année, l'invité d'honneur de cette cérémonie est Aboubakar Bobodi Kamara, un honneur qui ragaillardit l'opérateur économique à plus d'un titre. J'ai trop subi ici de problèmes à cause de ça. Parce que je suis gentil, ils pensent que je veux quoi? Je ne veux rien. Moi, je suis avec bon Dieu, je confesse à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, là où je suis, voilà une réalité encore qui tombe sur moi. Sinon, il y a des gens qui ont des milliards ici. Mais on ne le regarde pas, on ne le voit pas. Puis c'est fait pourquoi? Pour une cause. Moi, je fais sans cause, pour sauver les pauvres. Aboubakar Bobodi Kamara a reçu un satisfecit pour le soutien qu'il porte aux démunis.
Cette année, le Lions Club Kakulima s'est fixé pour objectif de sponsoriser 18 élèves orphelins de la maternelle à l'université. C'est pourquoi il a offert 15 millions de francs guinéens à ces 2 orphelinats, Hakuna Matata et Kiridia. Cette action permet d'assister les jeunes orphelins dans leur cursus scolaire pour leur assurer un avenir meilleur. Nous réalisons cette œuvre depuis l'année scolaire 2014-2015 et comptons la perpétuer vu les résultats positifs que nous voyons chaque année. Les bénéficiaires se réjouissent du geste. Elles affirment qu'elles vont utiliser à bon escient ces montants. 33 sont scolarisés et les autres, ils apprennent la couture et dans des ateliers. Ce montant va nous aider à aider ces enfants. Vraiment, ça nous va droit au cœur. On encourage tous les gens à en faire autant parce que l'éducation, c'est la cible principale pour construire les enfants de la Guinée et aider à l'émergence du pays. Le Lions Club Kakulima invite les personnes de bonne volonté à leur emboîter le pas pour donner le sourire à ces enfants orphelins. Il est très important de notifier qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui sont dans le besoin et par manque de moyens qui ne vont pas aujourd'hui à l'école. Par manque de moyens aujourd'hui, qui ne connaissent pas c'est quoi la vraie santé. Par manque de moyens, qui ne connaissent pas c'est quoi aujourd'hui la scolarité. Donc il est important que nous puissions parler nos cœurs pour que ces enfants puissent connaître le bonheur aussi, comme tous les autres enfants. Les bourses d'études que le Lions Club Kakulima compte octroyer aux orphelins s'élèvent à un montant total de 28 millions 100 000 francs guinéens. La lutte contre le VIH et les hépatites au centre des débats entre les spécialistes de la santé et les hommes de médias. Le programme national de lutte contre le VIH et les hépatites compte informer les journalistes sur les connaissances du programme, le niveau de la lutte contre les 2 maladies en Guinée et les statistiques. Il souhaite aussi leur implication dans la lutte contre ces épidémies. Nous, en tant que programme, nous avons mission d'apporter des traitements, d'apporter des soutiens, mais nous avons pensé aussi d'apporter l'information nécessaire à la population de qu'est-ce que c'est que le VIH, de où on en est dans la lutte contre le VIH, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui n'est pas encore fait, mais qu'est-ce que la population peut avoir comme information pour mieux soutenir dans la lutte contre le VIH-Sida. 1,5% de citoyens vivent avec le VIH en Guinée et la région de Bokeh est la plus touchée par le virus. Cette rencontre a été bénéfique pour ces hommes de médias qui ont désormais pour rôle de s'impliquer dans la lutte contre ces 2 maladies. On a une idée sur les statistiques de l'évolution du VIH-Sida à travers la Guinée, et surtout aussi à travers la capitale Conakry. En dehors du système des Nations Unies, la société civile est un des partenaires du programme. Cette rencontre est une occasion pour lutter contre la stigmatisation des patients, une des missions de ces acteurs. Si vous voyez, les personnes vivant avec le VIH sont victimes de la stigmatisation et la discrimination parce qu'il y a un déficit de communication. La plupart des personnes ne savent pas comment se fait la transmission du VIH. Et du coup, il y a une méfiance. Les activités de sensibilisation sont prévues tout le mois de décembre prochain pour lutter contre le VIH-Sida et les hépatites. 12 universités avec 71 programmes ont été évaluées par l'Autorité nationale d'assurance qualité au compte de la session 2021. 11 universités ont reçu l'avis favorable du conseil scientifique et 37 programmes ont bénéficié d'une accréditation. Ils auraient dû être meilleurs, mais globalement, les résultats reflètent le niveau de nos programmes de formation. Et donc, la marge de progression est très importante à mettre en œuvre. Tous les programmes qui ont été accrédités ont atteint les 13 critères standards sur les 22 de l'ANAQ. Elle donne une seconde chance aux universités et programmes non accrédités de se rattraper. Un certain nombre sont accrédités sous réserve et ont 1 an pour pouvoir corriger les lacunes qui ont été constatées et atteindre le minimum de standards pour être accrédités. Et pour ces programmes accrédités sous réserve, au cas où ils parviennent à montrer qu'ils ont atteint certains standards, on statuera l'année prochaine et on délibérera pour 4 ans. Parmi les universités habilitées à délivrer des diplômes figure l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia
et Victor Hugo. Les délégués de ces institutions s'en réjouissent. Une grande satisfaction de notre part. On a eu d'abord une reconnaissance au niveau des entreprises, dans la mesure où tous nos diplômés de master ont été embauchés avant même la remise des diplômes. Et on vient d'avoir aujourd'hui une reconnaissance de l'institution qui a fait une évaluation, donc d'abord une auto-évaluation de nous-mêmes, ensuite une évaluation externe et qui valide notre université avec un score très intéressant. Il faut noter que les universités non satisfaites des résultats du conseil scientifique ont jusqu'au 3 décembre pour revendiquer.